Alors, nous a- S'il vous plaît, bonsoir. On va demander à ceux qui veulent participer à l'atelier de s'asseoir. Oui, prenez place, s'il vous plaît. On va peut-être commencer. Nous avons une panéliste qui doit arriver, mettre en pion. Mais en attendant qu'elle arrive, je crois qu'on va commencer. On va commencer en faisant un tour de table pour savoir qui est autour de la table et qui pourra enrichir ou alors nous permettre d'orienter notre discussion. Donc, moi, je suis Maître Manga Balbine, je suis avocate à Yaoundé, membre de la communauté Internet, comme j'aime souvent le dire, donc membre de Africa CERT, qui est le regroupement des CERT africains. C'est la deuxième fois que je viens à Osiane et je suis vraiment contente de savoir qu'il y a petit à petit, il y aura peut-être une tribune dédiée aux droits, aux juristes, parce que lorsqu'on parle cybersécurité, lorsqu'on parle innovation, il faut penser au volet juridique parce que le cybercriminel, on l'a traqué en ligne, on finit toujours par l'amener devant le juge et il faut qu'il prenne un avocat, il faut que ces personnes, ces professionnels soient formés pour pouvoir comprendre quel est le modus operandi pour pouvoir défendre leurs clients. Donc, cet atelier qui est dédié à la protection des données à caractère personnel tombe à point nommé parce que tous dans la salle, nous avons déjà une ou deux fois été victimes d'une publicité qui arrive peut-être dans notre compte sans qu'on sache qui avait donné notre numéro ou pas. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les données, c'est quoi? C'est ton image, ton numéro de téléphone, le numéro de ta carte bancaire. Donc, c'est pas mal d'éléments, je peux dire digitaux, qui existent désormais et qui ont vraiment un caractère intime à la personne, mais qui parfois se retrouvent divulgués dans le net. Donc, je vais vous prier d'être vraiment ouvert d'esprit, de prendre la parole, de poser des questions, parce que le droit numérique actuellement, il est en construction. Le droit suit la technologie, donc vous pouvez avoir une information que peut-être un de mes panélistes n'a pas donnée, donc vous pouvez faire une contribution. J'aimerais que cet atelier soit vraiment interactif. Donc, sentez-vous libre de poser les questions et tout. Donc, sans plus tarder, excusez-moi, je crois que c'est Maître Ampion. Oui. Non, je suis en pleine réunion. Je prenais parce que je croyais que c'était ma panéliste qui m'appelait. Je te rappelle, s'il te plaît. Nous attendons Maître Campion. Excusez-moi, je croyais que c'était elle qui appelait. Parce qu'on s'est dit qu'on va commencer avant elle. Donc, sans plus tarder, je vais présenter les panélistes qui sont là. À ma droite, nous avons Maître Prosper Tetika, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Il est spécialiste en droit du numérique, président du think tank Law and Technology. Vous pouvez voir le logo sur l'écran. Président du think tank Law and Technology, coordonnateur du code du numérique de la RDC. Co-rédacteurs, voilà, c'est eux qui sont à la source de la loi sur le numérique en RDC. Nous avons aussi toujours à ma droite Maître Joël, oui, la gauche, excusez-moi, Maître Joël Nabanza, il est aussi avocat à Kinshasa,
mais plutôt à Matete. Il est expert en droit du numérique, membre du conseil d'administration du think tank Law en technologie, dont il travaille avec Maître Prosper Ntetika. Nous avons Monsieur Murphy Somo. Il est juge au tribunal de grande instance de Brazzaville. Il est enseignant à l'ENSP, École nationale supérieure de police de Brazzaville. Il est aussi spécialiste en répression de la cybercriminalité au Congo. The last, not the least, et celle qui vient égaliser les choses parce qu'il y avait trop d'hommes autour de la table, c'est Maître Bourgeli Ampion, qui ne m'a pas donné sa bio. Donc, tout de suite, je lui passe le micro pour qu'elle se présente. Merci beaucoup, cher maître Balbine, chère sœur. Merci et je m'excuse de mon retard. Je dois vous avouer que je ne me sens pas bien physiquement. Depuis hier, je n'ai même pas participé à la cérémonie d'ouverture hier. Donc voilà la raison de mon retard, même si ce n'est pas une raison. Mais je pense que vous me comprendrez. J'ai quand même fait l'effort d'être là malgré mon état de santé un peu fébrile. Merci de m'avoir attendu. Je suis maître Bourgeli Ampion, je suis avocate de formation. Je suis l'associé gérant du cabinet Lexa International. Nous sommes un cabinet d'affaires, cabinet juridique et fiscal, et nous accompagnons principalement les investisseurs sur le marché, à structurer leurs entreprises sur le marché congolais, mais plus largement le marché d'Afrique centrale. Donc nous avons des clients de différents types, beaucoup d'investisseurs étrangers dans différents domaines, que ce soit l'agriculture, l'énergie, etc. Nous avons des clients locaux, y compris des startups, que nous accompagnons dans la structuration de leurs entreprises. Nous avons aussi également des clients dans le secteur public. Donc nous sommes assez complets et je suis ravie d'être là pour partager avec vous, mes chers collègues du droit, amoureux du droit et confrères, sur ce panel. Merci. Merci, cher maître. On s'est dit tout à l'heure on voit des personnalités autour de la table. Nous allons vous passer le micro pour vous présenter. Ainsi, ça permettra aux panélistes d'essayer d'orienter leur présentation ou leur discussion pour que vous puissiez aussi prendre la parole en cas de besoin. Merci. Je vais commencer par ma gauche. À droite. Bonjour, je suis Monsieur Daronco, économiste aux Nations Unies, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, au bureau qui est basé à Yaoundé. Et je prends part à l'atelier parce que nous, au bureau de la Commission à Yaoundé, c'est nous qui avons élaboré les lois types sur la protection des données au niveau de l'Afrique centrale, CEAC-CEMAC. Bonjour, je suis Monsieur Anderson Mompila Kalimba. Je suis membre du conseil d'administration de l'ON Technologies avec Maître Prosper Ntetika. Bonjour, je suis Maître Patrick Ali-Rissassi, avocat au barreau de Kinshasa Matete, auditeur au Collège de haute études et stratégie de défense de la République démocratique du Congo et membre du conseil d'administration de cabinet Law and Technologies. Merci. Bonjour, je suis Herman Mizidi, je suis attaché poste télécom au cabinet du Premier ministre chef du gouvernement du Congo. Je suis M. Viguen Gembi, je suis président du tribunal administratif de Brazzaville. Je suis aussi président du réseau national des magistrats congolais en IA et cybersécurité. Je suis conseiller en même temps, conseiller administratif et juridique du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Merci beaucoup, cher maître. Mon prénom est Dupont, mon nom est Willy. Je suis directeur exécutif transformation et excellence opérationnelle de la banque BCI. Mais c'est à un autre titre que je suis là également. C'est au titre de secrétaire en charge des partenariats et de la stratégie du club des DPO, donc des délégués à la protection des données à caractère personnel, et également secrétaire exécutif en charge des partenariats de l'Observatoire africain des ressources humaines. Donc autant vous dire que les données à caractère personnel, j'en vois passer beaucoup. Merci. Alors nous sommes M. Boubaï Franck. Je suis chef de service informatique à l'université Marien Ngouabi, expert en cryptographie.
Nous sommes ici pour des raisons du DPO, du club. Je suis secrétaire général du club DPO. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de partager des outils de protection de données à caractère personnel. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Je me rends compte qu'on est vraiment entre juristes et que le débat sera très nourri. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Maître Prosper Ntetika qui va tout de suite nous parler des enjeux et de l'importance de la gestion des données personnelles. Donc, Maître, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers confrères. Bonjour à tous. Je voudrais, par la même occasion, vous saluer et remercier encore une fois Osiane et son président, mon cher Luc Missidi-Bazi, pour ce cadre qui, aujourd'hui, 9 ans après, nous permet de réfléchir sur les enjeux de la transformation numérique en Afrique centrale et peut-être dans le monde, parce que, comme on peut le constater, ce n'est plus une question du bassin du Congo, ce n'est plus une question d'Afrique centrale, mais c'est le monde entier aujourd'hui qui converge vers Brazzaville pour Osiane. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de remercier, vous remercier vous et remercier Maître Ampion, le cabinet Lexa, avec qui on a préparé cet atelier. Et j'espère effectivement que ça sera un moment de partage autour de ce sujet important qui permet de faire une brève introduction, parce que on ne le dira jamais assez, mais je sais que nombreux des professionnels ici qui sont en contact avec la donnée comprennent de plus en plus l'importance majeure que jouent les données dans cet environnement qui est et qui ne sera peut-être que numérique. Et cela par quelques petites considérations. La première, c'est que aujourd'hui, de plus en plus au sein de nos États, sur le plan institutionnel, nous convergeons vers des programmes de transformation numérique nationale qui impliquent à cela des activités dans le sens de la mise en place des systèmes qui vont permettre à ce que les services publics soient délivrés au moyen de la technologie, d'où le fameux e-gouvernement et l'e-administration. Mais on ne pourra réussir ces gros challenges que si l'on arrive à une meilleure gestion de la donnée qui en ce moment relève du domaine public, en l'occurrence la donnée publique. Ce qui nous met devant un constat pour dire comment est-ce qu'aujourd'hui, au sein de nos pays, toutes les données, toutes les informations que nous fournissons aux administrations publiques ou les informations qui sont gérées dans les services d'utilité publique sont stockées, sont protégées, sont enregistrées. C'est le premier défi qui se pose à l'État, de contrôler la donnée qui est en train de circuler dans le secteur public. Le deuxième enjeu, il relève plutôt du secteur privé, parce que lorsqu'on faisait le palmarès des entreprises et des hommes les plus riches du monde il y a 10-20 ans, en classant les 10 premiers d'entre eux, on avait des secteurs d'activité qui étaient pour la plupart la grande distribution ou les finances. Aujourd'hui, les 5 grandes fortunes du monde ont des liens avec la technologie. Et lorsqu'on regarde le business model de ce qui sont appelés aujourd'hui les géants de la tech, eh bien, autour de la technologie, en dehors ou en sous-bassement de la technologie, c'est rien d'autre que les données. Et l'Afrique, qui aujourd'hui est à 1,4 milliard et qui, dans les projections, va aller encore plus loin. Mon pays, par exemple, la RDC, c'est un marché de 100 millions d'hommes, avec un taux de pénétration mobile de 55 millions. Donc 55 millions de Congolais ont un téléphone, avec un taux de pénétration Internet de 31 millions. Nous sommes 31 millions en RDC à utiliser Internet. Et sur les 31 millions, il y a 29 millions qui sont sur les réseaux sociaux. Nous sommes une machine, nos pays, notre région, notre continent, nous sommes une machine de production des données. Ce qui veut dire, en conclusion, que les enjeux autour de la protection de données sont transversaux. Ils nécessitent que nos États puissent mettre en œuvre des axes de gouvernance solides pour que toutes les données qui sont produites et générées au sein de nos pays puissent contribuer à l'innovation technologique qui correspond aux besoins qui sont les nôtres.
et ce qui emmènera en conséquence le développement des activités et des services numériques au sein de nos États avec nos données et en assurant un meilleur niveau de protection pour que, en parallèle de tout ce qui est mis en œuvre dans le cadre institutionnel, soit également développée une économie du numérique des Africains, par les Africains, autour des Africains, mais sans être limitatif, une économie numérique, même si elle est dans un sens de partage, parce que le numérique c'est globalisant, que même si nous devons interagir avec des entreprises étrangères au sein de nos États, mais que les solutions qui viennent respectent les standards des protections et répondent à des besoins qui sont les nôtres pour le développement durable auquel nous aspirons tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, cher confrère, maître Prosper. Nous allons passer la parole à maître Bourgeli pour qu'elle nous parle du cadre légal congolais de la protection des données. Maître, vous avez la parole. Merci, chère consoeur. Merci beaucoup. Je vais brosser de manière succincte parce qu'il ne s'agit pas de faire une compilation de lois inintéressantes, mais il s'agit de se rendre compte que le sujet des données à caractère personnel et de sa protection juridique est traité par nos États, et notamment au Congo. Je sais que c'est pareil chez mes confrères de RDC. Et ça, il faut avoir conscience du fait que le législateur, lorsque les échanges au niveau, les échanges électroniques se sont démultipliés et les échanges d'informations spécifiques se sont multipliés également, a eu un souci de devoir protéger les personnes qui font ces échanges, qui sont à l'origine de ces échanges. Alors je veux, avant de parler directement du cadre local, je voudrais qu'on se rappelle, surtout pas nous ici parce que tout le monde le sait, mais à d'autres peut-être, que la base de la législation en matière de protection des données personnelles vient de deux principes généraux du droit, on peut les appeler comme ça, qui sont le principe du respect, de la protection du respect de la vie privée, protection de l'intimité, du secret médical, protection en matière de droit à l'image. C'est sur cette base-là que ces législations sont faites, combinées à un autre principe qui est le respect de la propriété intellectuelle. Parce que, évidemment, on échange en ligne énormément d'informations personnelles, privées, intimes, mais on échange aussi du contenu, on échange aussi des créations. Donc c'est, je pense en tout cas, il s'avère que ces deux principes-là combinés ont poussé les législateurs de plusieurs pays dans le monde entier, y compris ici au Congo-Brazzaville, à mettre en place un cadre juridique pour protéger les utilisateurs. Le cadre juridique des données à caractère personnel en République du Congo est abordé par plusieurs textes juridiques, mais il est essentiellement encadré par une loi que je voudrais qu'on retienne ici parce que c'est la loi principale, c'est la loi de base relative à la protection des données à caractère personnel. C'est la loi numéro 29 du 10 octobre 2019 sur la protection des données à caractère personnel. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres lois, d'autres textes abordent la protection des données à caractère personnel. Et là, je ne vous donnerai pas les détails, mais on peut citer la Constitution, bien sûr. On peut citer la loi portant réglementation du secteur des télécommunications, des communications électroniques. On pourra vous donner les détails des articles si vous le souhaitez. Mais je ne veux pas que ce soit trop dedans, mais je tiens à dire que ce souci des données personnelles est mentionné dans quasiment toute la législation en matière électronique. On a aussi une loi de 2019 relative aux transactions électroniques, et là-dedans aussi, on a des dispositions concernant les données personnelles et leur protection. La loi relative à la cybersécurité, bien sûr. La loi de 2020 relative donc à la cybersécurité. La loi de 2020 relative à la cybercriminalité mentionne aussi des éléments
des données à caractère personnel, la loi d'août 2022 portant attribution du label Start-up du numérique et de l'innovation technologique, et puis très récemment, la loi du 29 mars 2025 qui porte création de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, en sigle CNPD. C'est très récent. Et la Commission, on le verra peut-être un peu tout à l'heure, est le bras armé du contrôle de la protection du traitement des données à caractère personnel. Donc, les textes ne manquent pas. Les règles, les principes ne manquent pas. Ça, on peut déjà saluer cet effort qui a été fait par le législateur congolais. Et je sais que ça a été fait aussi chez nos pays voisins. Mais quand on regarde plus en détail la loi du 10 octobre 2019 dont j'ai parlé, qui est une loi essentielle sur la protection des données à caractère personnel, nous avons dans cette loi l'essence même de la notion, avec une définition, avec des cas d'exemple dans lesquels on peut se retrouver dans le cadre d'une donnée à caractère personnel, la notion de sensibilité, la notion de traitement, le régime de la protection et même les sanctions. Donc c'est une loi qui est assez complète, comme toute loi bien faite, bien sûr. Donc je ne sais pas jusqu'où vous voulez que j'aille sur la présentation, mais il y a une définition. Il y a une définition claire de la protection des données personnelles qui est, à mon avis, similaire à ce qu'on voit à l'international. Donc je vais laisser un peu la modératrice me guider, parce que je peux rentrer dans davantage de détails, mais je voudrais qu'elle me guide un peu plus. Alors, je pense qu'il faut poser le décor, parce que ici, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que le Congo s'est déjà doté d'une loi? Parce que en tant que juriste, ça va, on peut aller dans les détails, on va comprendre, mais le monsieur Lambda qui est là, les définitions et tout, je ne pense pas que c'est ça son problème. Déjà, on va avoir un partage pour savoir qu'est-ce que le Congo a déjà comme loi par rapport à la protection des données. Vous l'avez dit, donc maintenant, je voudrais passer la parole à Maître Prosper pour qu'il nous dise aussi si au niveau de Kinshasa, il y a déjà ce faisceau de loi sur la protection des données. En ce qui concerne le Cameroun, par exemple, elle est toute récente, elle est de en ligne, mais on n'avait pas de loi sur la protection des données. Et ce que j'aimerais savoir aussi, je vais vous repasser la parole, est-ce que le Congo a ratifié la convention de Malabo? Parce qu'elle aussi, elle parle de la protection des données. Donc, vous allez revenir là-dessus. Mais je passe la parole à Prosper pour qu'il nous dise si au Congo, au Kinshasa, il y a déjà vraiment la loi sur la protection des données et les autres lois sur le numérique. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup. Pour la loi éparse sur les systèmes de paiement, sur les télécommunications, technologies de l'information et de la communication. Mais en 2023, il y a eu la promulgation du Code du numérique. C'est aujourd'hui en RDC le texte de référence sur les numériques qui parle évidemment des services numériques, mais qui a aussi un élément important sur la protection de données à caractère personnel. Donc c'est dans cet instrument, c'est dans le Code du numérique que l'on retrouve les dispositions relatives à la protection de données à caractère personnel. Bon, pour avoir un peu travaillé, pas un peu, mais pour avoir suffisamment travaillé à l'élaboration de ce code, j'ai piloté les travaux de ce code en ma qualité de conseiller juridique du ministre du numérique à l'époque. C'est que nous nous étions très fortement inspirés des standards qui s'appliquent à l'international, mais aussi au niveau africain, notamment par la Convention de Malabo. Bon, je sais que Maître Ampion va revenir là-dessus, mais contrairement au Congo, nous, la RDC, on n'a pas encore ratifié. Et le think tank Law and Technologies est en train de mener un plaidoyer depuis maintenant
qui a ouvert la voie de la ratification, qui a permis la RDC de ratifier la Convention de Malabo. Donc à ce moment-ci, il ne reste plus que la procédure diplomatique de dépôt des instruments de ratification, et c'est le créneau dans lequel nous sommes depuis maintenant 6 mois. Pourquoi on veut le faire? Parce qu'aujourd'hui, il faut que le débat sur le numérique et la réglementation transcende nos frontières nationales. Il faut que l'on arrive à une approche intégrée et continentale sur les grandes questions de transformation numérique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en matière de protection de données lorsque un citoyen d'un pays X africain arrive dans un autre pays Y qui n'ont pas les mêmes niveaux de protection de données au niveau législatif? Or, nous avons depuis 2014 la Convention de Malabo qui est l'instrument qui permet de faire cette intégration au niveau africain. C'est vrai qu'aujourd'hui, des sujets se posent. Est-ce que cette convention tient toujours en ces termes depuis 2014, lorsqu'on regarde le développement technologique qu'il y a eu depuis, lorsqu'on regarde la vitesse avec laquelle on est en train d'aller, notamment avec l'intelligence artificielle? Ça, c'est un autre débat. Mais en réalité, le premier pas serait de pousser, de susciter à ce que les pays africains s'approprient ce texte, parce que, disons-le, il pose des principes qui permettent justement d'encadrer au niveau législatif la question des données à caractère personnel. Et j'espère de tous mes voeux qu'avant la fin de cette année, nous serons fiers, nous, RDC, d'être comptés également parmi les pays qui vont effectivement ratifier cette convention de Malabo sur la cybersécurité et les données à caractère personnel. Merci. Je vois une réaction de la part de monsieur le banquier. Vous avez dit, vous pouvez me rappeler votre monsieur Dupont. On vous passe la parole, monsieur Dupont. Merci. Je vous remercie beaucoup pour la parole. Je voulais compléter un petit peu ce qui a été dit en termes de cadre juridique. Il se trouve que dans le domaine des banques, et que les banques font partie donc de l'écosystème qui collecte et traite d'énormes données à caractère personnel, le régulateur n'a pas attendu en fait également. Depuis 2020, le régulateur des banques de la Commission bancaire d'Afrique centrale, la COBAC en sigle, a émis une série de règlements qui traitent également de la protection des données à caractère personnel, des textes pour lesquels les banques sont contraints. Notamment, il s'agit du règlement 01/20 CEMA-CUMA-COBAC de 2020, qui pose globalement le cadre sur la protection des consommateurs, dans lequel il y a des chapitres spécifiques pour les données à caractère personnel. Des textes plus spécifiques ont également été pris, notamment le règlement R 2020/04, qui traite exactement de la problématique des données à caractère personnel. Et depuis très récemment, il y a une lettre circulaire du gouverneur de la BEAC qui vient préciser, dans le cadre de la collecte, dans le cadre du traitement, dans le cadre de la conservation, dans le cadre de l'archivage, du démarchage, eh ben, les mesures à prendre, le consentement à obtenir et la preuve à faire qui incombe donc à la banque pour que ça soit équilibré dans le traitement des données à caractère personnel. Autant vous dire que pour nous, les banques, nous le prenons comme étant initialement un corset supplémentaire, puisqu'il nous a fallu nous réorganiser, notamment en créant une fonction spécifique, la fonction de DPO, et c'est un sujet également dont on va, je pense, échanger. Et donc cette fonction-là porte de plus en plus cette problématique, et donc on commence par vérifier que tous nos systèmes permettent bien de pouvoir le faire, et surtout nous assurer que le consentement du client a été collecté de façon libre, claire et aussi en français facile. Voilà. C'est ce que je voulais compléter à ce stade. Merci. J'ai bien dit qu'entre juristes... Merci beaucoup. Non, mais c'est très intéressant parce qu'en réalité, peut-être qu'on ne l'a pas dit, nous sommes sur un champ très vaste.
on a eu, Maître Ampion, peut-être le dira mieux que moi, on a eu un peu, on a voulu construire l'intervention vers une approche qui est tout à fait intermédiaire et transversale. Parce que ce que vous dites est très important, et peut-être c'est l'occasion de mentionner, c'est que toutes les implications du droit du numérique, qu'il s'agisse des données personnelles, qu'il s'agisse de la cybersécurité, lorsque un texte est pris sur le plan continental ou sur le plan national, cela implique l'adaptation de tous les secteurs concernés. Et ce qui est relevé ici, c'est systématique au service, au secteur financier. En RDC, lorsque le Code du numérique a été promulgué en 2023, et depuis là, le régulateur du marché financier congolais, qui est la Banque centrale du Congo, a systématiquement revu les instructions. Donc c'est comme ça qu'on a des instructions 17B, 53B, 58A, 58B, parce que justement, au moment où il y a un nouveau texte qui fixe des nouvelles règles, des nouvelles exigences sur la gestion de données, sur la cybersécurité, tous les secteurs doivent s'adapter. Et tous les régulateurs sectoriels doivent prendre de nouvelles mesures pour dire, regardez maintenant, nous devons avoir ce standard minimum pour assurer un meilleur niveau de protection. Donc, c'est le cas pour le système financier, c'est le cas pour d'autres secteurs réglementés. Comme pour dire, c'est un champ assez dynamique parce qu'en réalité, dans une conception plus large, tous ces instruments font partie justement du cadre légal général et élargi des sujets du numérique, données personnelles ou même cybersécurité. Merci, cher maître. Avant de passer la parole à deux de nos panélistes qui n'ont pas encore parlé, j'aimerais repasser la parole à maître Ampion parce que lorsqu'elle a cité, elle a parlé du cadre légal, je crois, elle ne nous a pas dit si le Congo-Brazzaville a déjà adhéré à la Convention de Malabo, puis de la Convention de Budapest. Est-ce qu'il y a ce surplus là ou alors c'est seulement des lois locales, les conventions? Est-ce que vous avez adhéré? Je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Le Congo fait beaucoup d'efforts en termes de réglementation du numérique et notamment des données à caractère personnel. Et pour répondre simplement à la question de la Convention de Malabo, elle a été ratifiée au Congo en juin 2023 en même temps que plusieurs pays. Mais c'est vrai qu'on peut constater concernant cette convention qui est très utile pour l'harmonisation des échanges électroniques dans la sous-région, en Afrique notamment, n'a pas été ratifiée par un certain nombre de pays encore. Donc ça met à mal un peu la question de l'harmonisation, la question des échanges et de la réglementation mutuelle entre les différents pays. Et je pense qu'il y a simplement une quinzaine de pays qui l'a ratifié sur les 50 ans. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, sur l'autre question, il va falloir que mes autres collègues juristes du Congo puissent m'aider. Mais sur la Convention de Malabo, c'est ratifié. Et voilà. D'accord. J'aimerais qu'on avance parce que là, on a une discussion qui est purement juridique et je suis sûre que dans la salle, les gens se demandent qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter. Donc, on va donner la parole à monsieur Semo, qui est juge au tribunal de Brazzaville, pour qu'il nous dise de manière concrète l'implémentation de ces lois, parce que ce qui arrive dans nos pays, c'est quoi? Tout le monde a plein de lois. On a plein de lois, mais dans la pratique, le citoyen n'arrive pas à rentrer dans ses droits en appliquant cette loi. L'implémentation, est-ce qu'elle est faite? Quel est le type de risque de violation de données que vous avez au niveau de Brazzaville? Et si vous avez des cas pratiques que vous avez traités et que vous avez pu trancher en utilisant vraiment le cadre légal congolais? Je vous passe la parole. D'accord. Merci beaucoup pour la parole accordée, M. Balbine. Et en ce qui me concerne, j'aimerais tout simplement dire que... Ça crève. Ok. Donc en ce qui me concerne, j'aimerais tout simplement dire que par rapport à la question qui m'a été posée, la loi sur la protection des données à caractère personnel est venue en quelque sorte combler un certain nombre de vides juridiques
en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. J'entends bien par votre question, vous cherchez à savoir s'il y a déjà eu de jurisprudence en la matière, dans le sens où si nous avons déjà rendu les décisions, d'où la base des gars a été donc déportée dans cette loi. Et donc, en répondant à cette question, je vais tout simplement dire, par rapport aux étudiants qui sont ici présents, lorsqu'on parle des données à caractère personnel, nous savons tous, par rapport à la définition qui a été donnée par Maître Ampion et la présentation faite par Maître Prosper, président Prosper, nous savons tous qu'une donnée à caractère personnel, c'est aussi l'image. Les photos, par exemple, ce sont des données à caractère personnel. Avant la loi sur la protection des données à caractère personnel, ce n'était pas une affaire pénale en réalité. C'était tout simplement une affaire civile parce qu'elle était encadrée notamment avec le Code de la famille en ses articles 18 et 21 où on parle du droit à l'image. Et pour ne pas aller sur le Code civil, notamment son article 9 qui parle donc de la protection donc à la vie privée et tous ces principes dont on a parlé en amont. Donc cette loi vient en quelque sorte pénaliser ce régime-là du droit à l'image. Parce que une donnée, c'est non pas seulement votre nom, votre adresse, votre numéro matricule en ce qui concerne les voitures et tout, mais c'est aussi votre voix, votre image. Donc je fais allusion donc à une photographie, à un son ou encore une vidéo. Et donc, aujourd'hui, grâce à cette loi qui vient donc pénaliser cela, vous vous rendez compte, puisqu'on m'a parlé, Maître Balbine m'a fait savoir qu'il était question aussi de donner des illustrations, des cas pratiques. Je vous donne un exemple. Lorsque nous allons souvent à des cérémonies de mariage, nous remarquons qu'il y a beaucoup de photographes qui sont là, qui nous prennent en photo. La première question qu'on se pose, est-ce que le monsieur qui vient de me prendre en photo a obtenu mon consentement ? Première question. Le photographe n'a pas obtenu votre consentement, mais il vous a quand même fait la photo. À la fin, disons avant la fin de la cérémonie, le photographe revient avec un grand cadre. Ça veut dire qu'il a imprimé votre photo. Il vous ramène ce grand cadre, il vous dit, chef, voici votre photo, il coûte juste 10 000 francs. Bon, là, donc là, vous êtes un peu comme dans l'obligation de l'acheter. Mais si vous n'avez pas de quoi acheter, la question qu'il faut se poser, est-ce que lui, il a le droit de conserver cette photo? Parce que si vous ne l'achetez pas, il est censé la garder, mais c'est votre image. Au 1, il n'a pas eu le consentement lors de la prise de cette image. Il a imprimé cette photo, il vient vous la présenter. Et vous, vous n'avez pas de quoi payer. La question qui va donc se poser, c'est de savoir, est-ce que lui, qui a pris la photo, donc le photographe, a-t-il le droit de garder cette photo, si d'autant plus que vous ne l'achetez pas. C'est ça en réalité. Et d'où vient donc tout le sens de la loi portant lutte contre la répression de la cybercriminalité, parce qu'on ne l'a pas dit, sur la loi de 2019 sur la protection des données à caractère personnel, à l'intérieur, on n'a pas prévu des peines d'emprisonnement. Il y a juste des sanctions administratives, mais il n'y a pas de peine d'emprisonnement. Donc, ce qui revient à dire que c'est dans la loi de 2020, donc portant lutte contre la répression, contre la cybercriminalité au Congo, qui a englobé toutes les peines qui concernent donc les infractions relatives donc à la protection, au traitement des données à caractère personnel, donc à la protection des données à caractère personnel. Et donc, à l'intérieur de cette loi, donc vous allez tout simplement retrouver, en fait, la peine qui sera donc opposable à ce photographe qui n'ayant pas pu avoir la possibilité de vous vendre cette image, de soit supprimer la photo, la déchirer, en tout cas l'effacer si la photo est encore dans son appareil, parce qu'il n'a pas le droit de la conserver, d'autant plus que le photographe vous a pris cette photo sans pourtant avoir votre consentement. Et donc c'est tout l'enjeu. Et là, s'il faut voir les choses sous une autre dimension, c'est en ce qui concerne aujourd'hui les entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises traitent nos données à caractère personnel. Nombreux, même lorsque je parle de ça aux étudiants, lorsque je pose la question, mais au Congo, quelle est la majorité numérique? La plupart vont s'appuyer sur le droit français pour dire non, mais c'est entre 13 ans et 15 ans. Pour les autres, ils vont dire non, mais c'est 18 ans parce qu'ils confondent la majorité numérique et la majorité sexuelle. Alors qu'au Congo, lorsqu'on va dans la loi portant sur la protection des données à caractère personnel, en son article 62, mais c'est écrit noir sur blanc que la majorité numérique au Congo, c'est à 16 ans. On n'a pas à s'appuyer sur le droit français ou encore à imaginer. D'où vient maintenant la question
de la vulgarisation de cette loi, parce que nombreux sont ceux qui ne maîtrisent pas. Là, je viens de parler de l'article 62 qui parle de la majorité numérique, mais je suis sûr que nombreux ne savaient pas qu'au Congo, c'était à 16 ans par exemple, parce que nos institutions n'ont pas eu le temps de vulgariser en quelque sorte cette loi. C'est la raison pour laquelle la plupart d'entre nous n'ont pas la maîtrise. Bon, pour ne pas monopoliser la parole, je vais revenir au fur et à mesure par rapport au temps qui nous est imparti. Donc je remets le micro auprès de Maître Balbine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette contribution très importante. L'exemple était vraiment à point nommé, puisque beaucoup de gens ont déjà subi cette histoire de photo. Vous sortez d'une salle et puis vous voyez votre image devant la salle de réunion. Je vais essayer de passer la parole. Quand je dis essayer, c'est parce que nous avons une certaine pression, Maître Prosper et moi. On nous appelle comme jury du côté de Visio. Donc franchement, on va écouter parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes autour de la table. On peut discuter jusqu'à demain. Donc je vais écouter pour essayer d'aller vers la fonction des DPO qui est toute nouvelle et que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Donc je vais passer la parole à Maître Joël Nabanza pour qu'il essaye déjà d'expliquer au public ce que c'est qu'un DPO, et sentez-vous libre de prendre la parole pour renchérir ou alors faire une contribution après son intervention. Merci. Vous avez la parole, chers confrères. Merci beaucoup pour l'octroi de la parole. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parler des DPO, je voudrais d'abord renchérir par rapport à ce que disait Maître Prosper Ntetika, par rapport à l'importance des données à caractère personnel et beaucoup plus dans le cadre du secteur privé. Vous constaterez qu'aujourd'hui, nous parlons économie numérique. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on se mette à l'esprit qu'il existe aujourd'hui des formes de rémunération qui ne font pas nécessairement intervenir la monnaie ou encore les billets de banque. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les rémunérations non pécuniaires. C'est-à-dire que pour les non-juristes, je vais vraiment essayer d'être le moins juriste possible. Quand vous entrez dans une application, on vous dit telle application elle est gratuite. En réalité, elle n'est pas gratuite. Pourquoi? Parce que avant d'avoir accès à cette application, on vous dit enregistrez votre nom, enregistrez votre mail, votre numéro de téléphone. Et c'est juste après que vous ayez enregistré toutes ces informations que vous avez maintenant la possibilité de pouvoir utiliser cette application. Je donne l'exemple des intelligences artificielles qui proposent des services gratuits, à l'instar de Copilot ou ChatGPT. On vous demande au préalable de pouvoir insérer votre adresse mail et un certain nombre de données, ce qui vous permettra par après de pouvoir utiliser ces services. Et en plus de cela, Maître Ampion a évoqué deux principes par rapport à la protection des données. Je voudrais simplement rappeler que ces deux principes qu'elle a évoqués est en fait puisé dans la Constitution de la République du Congo. Quand vous lisez l'article 26, on parle de secret de correspondance, de télécommunication ou de toute autre forme de communication. Et donc, ce principe constitue même le socle de la protection des données personnelles en République du Congo. Et s'agissant de la cybercriminalité, parce que j'ai vu le juge en a parlé. Alors, sur cette question de savoir pourquoi est-ce qu'à ce jour, il n'y a pas une jurisprudence assez suffisante. Premièrement, elle a évoqué, c'est la question de vulgarisation. La plupart d'entre nous ne savent pas que voilà, il existerait effectivement des règles relatives à la protection des données. Et deuxièmement, il faudrait quand même évoquer la réticence. Je ne sais pas en ce qui concerne le Congo, mais en tout cas en RDC, on a souvent une forme de réticence en ce qui concerne les cours et tribunaux. Ce qui fait que la plupart des affaires ne sont pas portées devant les cours et tribunaux. On se limite à régler l'affaire à l'amiable. Et en parlant de l'exemple des photos, je donnerai un exemple qui est beaucoup plus courant en République démocratique du Congo. C'est avec les mobile money,
vous pouvez recevoir un message d'une personne qui vous dit, voilà, je suis opérateur chez M-Pesa ou sur Orange Money et je vais vous aider à résoudre un problème. Donnez-moi votre nom, votre code et tout ce qui va avec. Et une fois que ces informations sont en sa possession, ce dernier parvient très facilement à prendre tout ce qu'il y avait sur votre compte. Et donc, généralement, il y a cette réticence. Pourquoi? Parce que aussitôt l'opération effectuée, la personne se débarrasse de la carte SIM ou encore est introuvable. Ce qui fait qu'il y a cette difficulté d'aller vers le cours des tribunaux. Mais au-delà même de ce problème, par rapport avec l'exemple des photos, vous constaterez que très souvent la solution est trouvée avant que nous puissions aller vers les cours des tribunaux. Ce qui fait que une fois que le problème est soulevé, on trouve une solution et puis après nous passons à autre chose. Et donc, à cet effet, la loi sur la protection des données en République du Congo a organisé un bon nombre d'éléments, mais seulement en ce qui concerne la répression des actes relatifs à la violation encore, à la non-conformité de traitement des données. La loi sur la protection des données renvoie ces violations à la loi sur la cybercriminalité. Ce qui fait que le cadre pénal en ce qui concerne la protection des données, il faut se référer à la loi sur la cybercriminalité. Et donc, c'est de cette façon-là qu'il faudrait aborder la question sur la protection de données. Il faudrait également retenir qu'en République du Congo, désolé, j'ai tendance à dire République démocratique du Congo parce que je suis de là. En République du Congo, en ce qui concerne les données personnelles, il y a essentiellement deux peines qui sont consacrées. Nous avons d'une part les différentes amendes qui sont prévues. Quand vous lisez les articles 12 à 24, à moins que je ne me trompe, il y a toute une panoplie d'actes qui sont réprimés dans ces textes et qui reprend un bon nombre d'infractions. Généralement, ce sont des peines d'amende et des peines d'emprisonnement. Donc voilà en gros ce que je peux dire et en complément de tout ce qui a été dit dès le départ en ce qui concerne la protection des données et peut-être laisser aux spécialistes des DPO de pouvoir aborder cette question. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, cher maître. Je dirais que chez nous, c'est un peu comme au Congo, sauf qu'on se présente comme un employé de l'opérateur et on vous demande de vous identifier et ça donne toujours le même résultat. Et autre chose par rapport à aux lois sur le numérique, c'est que il nous faut vraiment un travail de sensibilisation parce que nos gouvernements sont vraiment fiers de dire nous avons la loi, le Congo a déjà légiféré, non, nous avons toutes ces lois-là et tout. Le problème, c'est que l'utilisateur lambda n'est pas au courant de cette loi. Et il a même d'ailleurs honte, parce que si vous regardez bien les problèmes qu'il y a en ligne, généralement c'est l'utilisateur qui met ses données en ligne et qui parfois se fait flouer, ou alors c'est une relation intime qui tourne mal et puis on se met à faire le harcèlement. Donc il faut vraiment être courageux pour aller porter plainte parce que c'est votre vie privée qui va être étalée. Néanmoins, nous avons ce travail de sensibilisation-là que nous devons faire pour dire aux utilisateurs que c'est un droit comme tous les autres et que vous pouvez demander le huis clos lorsque vous avez porté plainte. On n'est pas obligé de traiter votre problème publiquement. Vous pouvez demander le huis clos. Donc, je crois qu'au sorti d'ici comme recommandation, nous aurons vraiment ce travail à faire ensemble parce que ça ne sert à rien d'avoir des lois, des juristes et puis on ne peut pas appliquer ces lois-là. Donc, on a besoin d'être formés. On a besoin que les utilisateurs soient formés et informés. Et on va faire ce travail-là. Je ne sais pas exactement qui est spécialiste en DPO, mais vraiment, dites-nous clairement de quoi il s'agit en mots simples, parce que moi, mon problème ici, ce n'est pas nous, c'est plutôt le public. DPO, c'est quoi? Et à quoi nous servira-t-il? Est-ce que c'est lui qui va nous aider à avancer par rapport à l'implémentation des lois? Je vous passe la parole, monsieur. Vous vous présentez et puis vous essayez de nous expliquer vraiment ce que c'est que le DPO et sa fonction. Je voulais peut-être faire une transition d'humour. Je me sens trop sérieux. Pour l'exemple de la photo, non seulement quand vous prenez la photo sans votre consentement, qu'on la met dans un cadre, mais quand vous ne payez pas, vous voyez que le photographe va commencer à se promener avec votre photo.
Vous voyez comment c'est joli, hein, c'est dans un cadre. Donc on verra votre image comme celui qui n'a pas payé. Donc je voulais juste avoir une précision parce que le sujet qui nous a emmené ici, ça portait sur la fonction DPO, gouvernance et outils. J'espère que c'est sur ça que... Nous parlons de la protection des données. Et si je comprends bien, DPO c'est en anglais, non? Oui, effectivement. C'est Data Protection Officer. Yeah. Data, c'est données. Voilà. Okay. Donc, je crois qu'on reste toujours dans le même cadre et on aimerait savoir qu'est-ce que c'est le DPO. C'est une nouvelle fonction et il y a beaucoup de personnes qui veulent se former. Qu'est-ce que c'est qu'un DPO et qu'est-ce qu'il fait et qui va nous aider dans... Parce qu'on n'a même pas abordé le problème des autorités. Je ne sais pas si dans vos pays, il y a même ces autorités. La commission, voilà, c'est une autorité ou la commission, je ne sais pas. Donc, si vous pouvez aussi aborder en même temps ce volet-là. Ok, je suis Freddy Matsuma. Je suis juriste télécom, expert en droit des données. J'enseigne à Denis Sassou Nguesso le droit informatique. Donc, voilà un peu. Donc, pour parler du DPO, il est très important de remonter vers l'Allemagne, où le concept a commencé à être utilisé en Allemagne, vers les années 76, je pense. Donc, c'est autour de ces années que ce concept a commencé à être utilisé en Allemagne. Et après, la loi de 95 et notamment le RGPD également a repris ce concept-là. Et nous, au Congo, notre loi de 2019 n'est pas restée en marge de ce concept et a reproduit ce même concept, mais au Congo, on appelle ce terme le délégué à la protection des données à caractère personnel. En anglais, c'est DPO, comme on a dit. Donc voilà un peu, tenant compte du temps, d'une manière résumée, en ce qui concerne l'historique du concept. Maintenant, que fait le DPO? C'est quoi son travail? Ce qu'il faut noter, le DPO, c'est comme le sentinelle à la maison. Hein. Donc lorsque nous sommes dans une entreprise, en matière de protection des données à caractère personnel, le gardien du temple, c'est le DPO. Donc, en matière de rôle, je vais citer deux éléments clés, notamment, il s'occupe de la conformité, en ce qui concerne le droit des données à caractère personnel, mais aussi, il est le référent externe et interne. Externe, pourquoi? Parce que le texte sur la loi sur la protection des données à caractère personnel exige à ce que, pour les entreprises qui traitent les données à caractère personnel, ils doivent, en quelque sorte, nommer un délégué à la protection. Donc, c'est une obligation de la loi. Donc c'est comme un peu en matière bancaire, lorsque nous sommes en face de la NIF, la banque doit désigner un correspondant qui doit faire des déclarations de soupçons au niveau de la NIF, de l'Agence d'investigation financière. Donc le DPO est référent en externe. Et en interne également, c'est lui le référent parce que lorsqu'il y a un problème qui se pose sur la question sur les données à caractère personnel, donc les collègues en entreprise doivent se référer au DPO. C'est pour ainsi dire que dans certaines pratiques, même on exige à ce que son numéro, son adresse mail soit connu de toute l'entreprise afin qu'il soit saisi lorsqu'il y a un souci concernant les données à caractère personnel. Donc là, je viens de résumer un peu son rôle. Maintenant, parlons de ses missions. Il a plusieurs missions, mais je vais essayer de résumer. Premièrement, la loi sur la protection des données à caractère personnel exige aux responsables de traitement de tenir un registre de traitement des données à caractère personnel. Donc le DPO va veiller à ce que ce registre soit mis en place parce que c'est ce registre que la commission de protection des données à caractère personnel viendra consulter de temps à autre quand ils viendront visiter en entreprise. Et donc il a également la mission de sensibiliser l'entreprise sur les textes qui relèvent les données à caractère personnel en dehors de son rôle de chargé de la conformité. Mais c'est lui également qui fait les déclarations des violations. Donc lorsque les données à caractère personnel sont violées, c'est lui qui doit informer la commission, mais aussi et surtout les concernés, donc les personnes qui nous ont donné les informations personnelles. Donc lui, il a ce rôle-là. Et donc, de cette façon, il fait des sensibilisations en interne pour informer l'entreprise comment ils doivent gérer les données, mais quelles sont les choses qu'il faut respecter pour éviter que l'entreprise soit condamné. Et donc, il se pose donc le problème de son positionnement également, parce que dans les entreprises, on se pose la question de savoir le DPO doit être dans quel service. C'est une question très importante parce que la loi parle de son indépendance. Donc, le DPO ne doit pas être
sous instruction d'une direction donnée. Donc c'est pour ainsi dire qu'il doit être indépendant. Et comme la loi a consacré son indépendance, ce qui est bien, c'est que le DPO normalement doit être attaché au directeur général directement pour qu'il ne puisse pas subir l'influence. Parce que si on le met par exemple sur le directeur informatique, s'il y a violation des données au niveau du département informatique, son rapport sûrement ça va passer par le directeur et généralement il va dire bon, écoute, mais pourquoi vous avez mis cette information? Or s'il est indépendant, il est autonome, on voit dans certaines sociétés parfois il est avec la direction juridique, mais c'est pas trop bien pour son indépendance parce que dans le département juridique on gère les données à caractère personnel parce qu'il y a des données, des successions, il y a plein d'informations. Donc pour éviter d'être jugé parti, généralement le DPO est attaché directement à la direction générale. Maintenant dans certaines sociétés il lui donne même la possibilité d'arriver au niveau de l'ARC, c'est-à-dire le sous-comité du conseil d'administration qui gère des risques au fait. Donc il peut aussi reporter directement au conseil d'administration par le biais du sous-comité qu'on appelle l'Audit and Risk Committee pour permettre à ce que son action puisse avoir un peu de l'ampleur et qu'il soit vraiment indépendant dans le travail qu'il fait, un peu comme les auditeurs font dans les entreprises. Donc en dehors de la partie indépendance, il y a aussi quelles sont les qualités, sinon les compétences qu'il faut pour avoir cette fonction. Bon, la loi dit que le DPO doit avoir les connaissances juridiques et techniques. Donc cela montre que le DPO peut être un juriste, il peut être un informaticien, il peut être un contrôleur. L'essentiel d'avoir des connaissances juridiques sur les textes sur la protection des données à caractère personnel, mais comprendre aussi comment fonctionnent les réseaux, parce que les données souvent sont hébergées dans des systèmes informatiques. Donc quand on a une bonne compréhension, on peut facilement bien s'exprimer. Donc voilà d'une manière résumée le propos que je voulais tenir ce soir. D'accord. Merci, monsieur le professeur. Merci. On vous dit merci, monsieur le professeur Massoma, pour cette définition du DPO. Parce que ces derniers temps, on entend DPO, on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. On m'annonce dans la salle la présence de monsieur Gimbi, qui est président du tribunal, premier juge au tribunal de grande instance de Brazzaville. Tribunal administratif. On n'a pas le premier juge. Excusez-moi, monsieur. C'est un président. Merci. Oui. Donc, Merci je vais vous passer la parole pour que vous essayiez de partager avec nous des jurisprudences sur le domaine numérique, s'il y en a déjà sur vous. Non, merci. Je ne suis pas juge pénal. Mais j'ai peut-être on écoute votre partage. Oui. Je voulais dire tout simplement ceci, que la transformation de la gouvernance numérique que connaît l'Afrique aujourd'hui au travers de e-government, notamment avec les services publics numériques, le e-commerce, le e-banking et autres, entraînent ce qu'on appelle un développement massif, évidemment, ou encore la collecte des données à caractère personnel. Alors, donc, la problématique des données à caractère personnel est devenue un enjeu majeur pour l'Afrique aujourd'hui. Mais il ne suffit pas évidemment d'étaler l'arsenal juridique que nous avons dans tous nos pays. Nous avons des législations assez robustes. Si vous voyez au Congo, vous allez voir, on a presque tout. Aujourd'hui, nous avons pu faire à ce que la loi sur la Commission nationale de protection des données à caractère personnel ait été promulguée. Mais vous savez, la question ne se pose pas à ce point sur les cadres juridiques, évidemment. On peut aller à Kinshasa, on peut aller au Cameroun, on peut aller à Douala, on peut aller au Niger. On a suffisamment de cadres juridiques. Mais l'enjeu majeur, c'est quoi ici en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel? Parce que si vous voyez les cas des incidents, moi c'est ce que j'ai, la problématique c'est quoi? La problématique majeure à mon sens, c'est la sensibilisation, comme quelqu'un voulait le dire ici, c'est un défi majeur. La sensibilisation et puis la formation, évidemment, de ceux-là qui vont pratiquer évidemment ce métier. Il y a mon cher ami Freddy qui parlait de métier de DPO et autres. C'est un défi majeur ici dans nos pays africains. Vous allez constater
que nos petites sœurs qui sont dans la salle, qui ne connaissent absolument rien en ce qui concerne la loi sur la protection des données personnelles. C'est pourquoi? Parce qu'il y a un problème de sensibilisation. Est-ce que nos gouvernements, évidemment, ont donné les moyens assez costauds pour sensibiliser nos populations, nos mamans qui sont dans les villages, qui utilisent aujourd'hui le téléphone connecté, mais qui ne connaissent pas qu'en utilisant le téléphone connecté, nos mamans font véhiculer, évidemment, les données à caractère personnel. Et donc ce sont leurs vies privées, évidemment, qui sont sous la toile. Est-ce que les mamans savent, évidemment, qu'il y a un enjeu de protection? Est-ce qu'il faut... Donc, à mon sens, je crois que le grand défi pour nous, Africains, aujourd'hui, c'est de former les cadres, parce que la problématique, elle est multisectorielle. Elle ne concerne pas seulement les banques, elle ne concerne pas seulement le secteur public, la justice, le secteur public, c'est pas de quoi, mais elle concerne tous les secteurs. Donc moi je crois qu'il faut qu'il y ait on doit mettre un accent sur la formation et la sensibilisation. Comme ça, nous, États africains, on aura les mêmes informations, on aura un même niveau d'information sur les cadres juridiques et puis sur les questions de la protection des données, pour pouvoir permettre évidemment à nos juges, évidemment nous, de pouvoir connaître de ces questions. Parce que l'enjeu c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de jurisprudence aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne savent pas qu'il y a une loi qui existe. Il n'y en a pas. Quelqu'un ne va pas venir se plaindre au tribunal sans que la personne se rende compte que les gens ne savent pas qu'il y a un existe. Et même si ça existe, et là je reviens mais cette fois-ci sur... je vais indexer évidemment nos amis des banques, par exemple, ou encore les sociétés de télécommunications. Il y a un autre problème. Et un autre problème, c'est quoi? Le problème du signalement, évidemment, des incidents. Des incidents. Il y a c'est un grand défi. Aujourd'hui, il est difficile, évidemment, pour les banques, les entreprises, évidemment, qui collectent les données, de pouvoir informer, signaler, faire un signalement en ce qui concerne, par exemple, des intrusions ou encore des incidents cybernétiques qui, parfois, ont un rapport avec la cybercriminalité transfrontalière des données. Et on ne signale pas aux autorités en charge de la cybersécurité des systèmes d'information dans d'autres pays, l'ANSSI, chez nous c'est l'ANSSI. Bon, la commission de protection de données à caractère personnel, il n'y a pas de signalement. Vous voyez où il n'y a pas de signalement et les banques, je ne suis pas contre les banques, moi je suis client d'une banque. Les banques ne veulent pas donner l'information au risque évidemment de saper leur réputation. Et les clients vont fuir après. Mais vous savez, mais c'est la vie des gens qui sont sous la toile. Et donc on n'informe pas les autorités qui peuvent évidemment faire des signalements auprès des autorités judiciaires qui vont lancer les poursuites contre ces hommes et ces femmes qui sont qui sont sous le net. Et puis il y a une autre difficulté, c'est quoi? C'est que il faut qu'on arrive à avoir ce qu'on appelle, moi j'appelle des cadres communs en ce qui concerne l'Afrique ou encore dans la région Afrique, en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Parce que vous savez, la loi pénale, elle est d'application territoriale. Mais comment vous pouvez poursuivre quelqu'un qui s'est introduit dans le système d'information de mon cher ami, qui est à Douala, alors que vous savez qu'à Douala, il y a une législation qui n'est pas la même au Congo. Comment on peut le poursuivre? Parce que territorialement, vous n'êtes pas compétent. Comment vous allez le poursuivre? Vous êtes dans le cyberespace. Comment vous pouvez lancer les poursuites? Donc il faut que les États, évidemment, se retrouvent, les pays africains, pour avoir des cadres communs, pour pouvoir assurer véritablement la protection des données et la répression de la cybercriminalité transfrontalière autour des cadres communs, autour de la coopération entre acteurs de la protection des données. Je parle des commissions et autres. Il faut qu'il y ait une coopération. Sinon, pas de coopération, on aurait du mal évidemment à traquer les gens qui sont à Douala, qui sont au Niger ou qui sont au Congo ici, mais qui ont l'habitude évidemment de s'introduire dans les systèmes d'information des gens. Alors, voilà en quelques mots les quelques problématiques que je voulais soulever ici pour nous permettre évidemment d'avoir un autre regard, évidemment un regard sur les perspectives quelles sont les perspectives qui sont les nôtres pour pouvoir assurer pleinement non seulement le respect, mais aussi la répression évidemment des activités malveillantes
dans le cyberespace. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre contribution. Et je crois que je vais rejoindre Maître Prosper qui disait qu'il est en train de pousser pour que la République, le Congo ratifie la Convention de Malabo, parce qu'en parlant des cadres communs, ces cadres existent déjà, mais la difficulté avec nos États, c'est que les États ne ratifient pas, et tant qu'il n'y a pas ratification d'un certain nombre d'États, la Convention de Malabo, par exemple, ne peut pas rentrer à... Oui, vous avez raison, je voulais souligner, nous avons ratifié la loi sur plutôt la Convention de Malabo, Maître Ampion l'a dit ici, mais pas la Convention de Budapest. Voilà. C'est un handicap pour nous, évidemment. Nous, on a signé celle de Budapest, mais on n'a pas encore signé celle de Malabo. Donc, nos États, c'est comme ça. Notre travail actuellement, comme vous l'avez dit, et je pense que vous êtes tous d'accord dans la salle, c'est qu'il faut qu'on se serre les coudes pour une sensibilisation efficace afin de pouvoir faire bouger les choses. Parce qu'en tant que juriste, on a vraiment besoin de ces outils pour pouvoir défendre nos clients. Donc, je vous coupe pas la parole, mais je voudrais passer la parole. Une information simplement. L'avant-projet de loi portant ratification de la Convention de Budapest est sur la table de la Cour suprême pour avis. D'accord, ok. Nous, on l'a ratifié l'année dernière. La difficulté même, c'est maintenant la mise en œuvre de la coopération. Parce qu'il faut désigner quelqu'un qui va représenter le pays. Parce que si on appelle, s'il y a une infraction, on ne va pas appeler tout le monde. Donc, et il ne passe pas par le procureur. Donc, on doit nommer quelqu'un qu'on appelle directement ou alors qui appelle directement en cas d'infraction. Donc, le tout n'est même pas de ratifier. Il faut ratifier et s'assurer que ça sert à quelque chose, mettre en œuvre. Donc, je vais passer la parole à M. Daronco, qui est de la CEAC et qui est parmi ceux qui ont vraiment réfléchi sur les lois types, lesquelles sont implémentées dans chacun de nos pays. Donc, M. Daronco, vous avez la parole. Merci. Oui, merci pour la parole. Alors, effectivement, la CEA, on a élaboré les lois types CEAC et CEMAC, puisque c'est la première fois que la CEAC et la CEMAC étaient réunies en même temps pour valider les lois types. Donc au niveau de la sous-région. Alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui si on regarde les lois type la Convention de Malabo? 4 pays de la sous-région ne les ont pas ni signés ni ratifiés. Donc encore moins ça ratifié. Donc ça c'est un constat. Pareil pour les transpositions, parce que c'est bien beau de ratifier, mais si ce n'est pas transposé dans les textes nationaux, ben vous êtes un petit peu à côté de la plaque en termes d'outils juridiques. Et 4 pays de la sous-région n'ont pas non plus transposé les lois types CEAC. Alors quand on regarde ça, on peut également se dire par rapport à la Convention de Malabo, il y a 4 pays de la sous-région qui n'ont pas signé cette convention. Donc effectivement, je joins tout à fait. C'est-à-dire que, imaginez demain un pays de la sous-région qui n'a pas ratifié la Convention de Malabo, qui n'a pas transposé puisqu'elle ne l'a pas signée, et qui n'a pas signé la loi type CEAC dans sa législation nationale, et encore pas signé la Convention de Budapest, ben, si un habitant de ce pays vient faire un délit chez vous, ben, vous ne pouvez pas le poursuivre, vous n'avez pas les outils. Donc c'est-à-dire que c'est un Eldorado de pirates cyberinformatiques, vous n'avez aucun outil juridique. Alors ça c'est le premier point qui est important. En plus, deuxième point, c'est que, je ne vous apprends rien, entre la décision, l'élaboration des lois et les ratifications et l'adoption au niveau des États, c'est très lent. C'est très lent. Je vais prendre un exemple, la Convention de Malabo de 2014, je parle de tête comme ça, 2014, regardez, on est pratiquement 11 ans après, ben, certains pays l'ont ratifié qu'il y a 3-4 ans. Donc c'est-à-dire que les cybercriminels, ils ne vous attendent pas. Hein. Ça fait longtemps qu'ils sont en train de vous spolier sans le savoir. Et vous n'avez pas d'outils. Donc on voit très bien que le politique également est très lent dans la décision. Encore plus dans cette sous-région, on peut se poser la question. Chacun d'entre vous peut trouver une réponse. Mais on peut se poser la question. Dans d'autres pays, dans d'autres sous-régions, ils vont plus vite. Et encore, j'enfonce le clou, c'est-à-dire que vous avez des textes qui ont été élaborés en 2014, qui n'ont pas été mis à jour, que vous adoptez, ils sont déjà mort-nés. C'est-à-dire que vous signez des textes qui ne servent plus à rien. Parce que les cybercriminels vont toujours de plus en plus vite. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors, au deuxième point, parce que, et là, un peu plus philosophique, si j'ose, on parle de protection de données. La première protection de données, c'est soi-même. C'est soi-même. Si moi, je pars de ma maison, je ferme pas, j'ouvre la porte, ben, je veux dire, les voleurs, ils vont rentrer. Alors pourquoi je vous dis ça? Vous avez tous des téléphones ici. Vous avez tous des téléphones. Je vais vous poser une seule question. Qui n'a pas de téléphone? Qui n'a pas de téléphone, Android, portable, iPhone? Tout le monde en a un. Maintenant, une deuxième question. Qui a un antivirus légal? Qui l'a payé? Qui en a un? On en a un, on en a deux.
3, 4. À la Villeneuve, on en a 5. Ça veut dire que vous-même, vous vous faites pirater. Quand vous savez que là-dedans, vous avez vos coordonnées bancaires, vos coordonnées téléphoniques, peut-être vos comptes, vous avez vos mails personnels, etc. Ça veut dire qu'un hacker peut venir, vous avez donné les clés. Donc déjà, la protection passe par chez vous. Alors, je ne sais pas en termes de jurisprudence ou alors de texte de loi, est-ce qu'un juge peut dire vous n'êtes pas protégé, vous tenez quand vous a volé. Alors, bon, voilà ce que je veux vous dire. Merci. Merci, M. Daronco. Allez-y, cher maître. Merci. Juste un complément à ce que disait le professeur par rapport au... S'agissant du traitement de données, il y a essentiellement 3 acteurs qui entrent en jeu. Il y a la personne concernée, donc la personne qui fait l'objet du traitement. Il y a le responsable des traitements et éventuellement un sous-traitant. Alors concernant les responsables des données, les textes exigent à ce jour que toutes les entreprises qui traitent des données personnelles, que ces entreprises-là puissent avoir un DPO. Donc c'est une exigence que les textes ont prévu. Donc voilà le complément que je voudrais faire. Merci pour ce complément, cher maître. Je vais repasser la parole à maître Ampion. Et avant, j'aimerais que chacun d'entre vous, parce qu'on a posé les problèmes, qu'est-ce qu'on fait donc? Les perspectives, des suggestions, des recommandations que nous allons peut-être soumettre à Osiane pour que la prochaine fois, on ait peut-être une discussion plus élargie, peut-être des ateliers plus approfondis. Donc, réfléchissez là-dessus. On va vous repasser la parole pour que chacun puisse donner peut-être une recommandation, une suggestion, un lien, je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup. Je voulais juste rebondir 1 minute sur ce qui a été dit et notamment la nécessité de vulgariser le contenu de la loi et les droits et les recours que les personnes ont. Nous sommes dans une salle où 90% des personnes ici ont peut-être moins de 30 ans. Et je voudrais m'adresser à eux en leur disant que, pour rebondir aussi sur ce qu'a dit le président Ngimbi, effectivement, il y a des recours judiciaires possibles, surtout quand la criminalité est assez élevée, comme dans les cas qu'il a mentionnés. Mais je veux aussi dire que la sensibilisation va permettre à ces jeunes de savoir qu'avant même d'arriver au niveau du juge, il y a la possibilité, ils ont des droits face à tous les sites ou les endroits où ils postent même une photo, une vidéo, où ils donnent des informations. Des droits de demander des informations, des droits de demander à ce que certaines choses soient effacées. C'est-à-dire que cette sensibilisation doit nous permettre de commencer par les choses les plus simples. Parce que vous voyez, tous ces jeunes-là, ils ont besoin de savoir que quand il a mis, bon, je ne me prends pas Facebook parce que c'est international, mais quand il a donné des informations à sa banque, c'est aussi délicat, mais on va rester là. Quand il a donné des informations à sa banque et qu'il a l'impression d'en avoir donné un peu trop, il a le droit de savoir comment la banque, de demander par écrit à la banque comment la banque traite ces informations. Or ça, ce sont des choses basiques de tous les jours et je pense que ce sont des choses faciles à faire, faciles à informer, facile à discuter. Avant d'arriver aux autres points qui seront aussi importants, qu'ont mentionné les magistrats, mais je pense qu'il y a vraiment, je sais que tout le monde ici, personne ici pense avoir le droit de demander au site l'effacement et la preuve de l'effacement d'une information. Ils ne le savent pas. Et même quand eux, ils effacent une photo, ils ont le droit d'être sûrs que cette photo est bien effacée dans les serveurs. Donc ces petits recours, ces petites possibilités, ces petits droits, c'est là-dessus qu'il faut sensibiliser. Parce que j'ai peur qu'on fasse des choses qui soient encore au-dessus, en parlant de cybercriminalité transfrontalière, qui est très très important. Il faut qu'on arrive là. Mais je voudrais qu'on vraiment, d'ailleurs ça va rentrer du coup dans la recommandation. Les bonnes pratiques, la bonne pratique, oui. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'utilisateur, oui. Voilà. Les bonnes pratiques. Oui. Merci beaucoup, cher maître. Ok. Je voudrais partager une petite expérience. En RDC, c'était en 2019. En 2019, un monsieur a été auteur de publications sur les réseaux sociaux. Il était suivi par une communauté de plus de 5000 personnes sur les différents. Il avait deux pages Facebook.
On a eu une alternance politique en 2018 et il y avait un gouvernement de coalition. Alors ce monsieur a fait état des informations comme quoi il y avait un ministre d'État, qui était ministre d'État au gouvernement, qui aurait une ferme dans une encablure du pays et qui préparait un coup d'État. Les gens ont pris ça au sérieux, c'est devenu viral. Et au bout d'un moment, tout le pays en parle. Et c'est la photo du ministre qui est partout. On dit attention, il faut le surveiller. Et dans la foulée, il y a même d'autres publications qui disaient que ce ministre-là avait une prison à domicile chez lui et qu'il exécutait des gens. Donc bref, des affirmations graves. Le ministre a porté plainte à Interpol. Il a mobilisé Interpol qui, après investigation, sont allés arrêter le monsieur dans un coin de la ville de Kinshasa. On l'a embarqué au parquet, on l'a auditionné une première fois. Lorsqu'on compulse ce dossier, on sent que visiblement le type reconnaît les comptes Facebook qui lui est présenté. On lui a montré les publications qui étaient faites. Il a dit oui, mais ce sont des publications que moi j'ai reçues d'un compte WhatsApp, d'un groupe WhatsApp. Mais monsieur le procureur, je l'ai fait de bonne foi, je voulais alerter les services d'intelligence, mais j'avais oublié d'écrire la mention « lu pour vous ». Donc, je n'ai pas de responsabilité directe parce que je l'ai eu d'un groupe WhatsApp. Ça, c'est la première audition et il a été gardé en détention. Il y a eu une deuxième audition des plaignants et la troisième audition devait être la confrontation. Lors de la confrontation, le monsieur qui avait reconnu le compte Facebook, qui avait dit qu'il avait pris le message par un groupe WhatsApp qu'il avait mis sur Facebook, a tout nié en bloc. Il a dit qu'il était effectivement le propriétaire du compte, mais qu'il n'a jamais fait de publications de ce genre dans son compte Facebook. Et il a mis le magistrat et les plaignants au défi de lui ramener la preuve que ces publications-là émanaient effectivement du compte Facebook dont il avait reconnu la paternité. Alors le magistrat qui avait accès, il entre sur Facebook, effectivement, il voit qu'il n'y a rien. L'enquête est dans l'impasse. Ils font un rapport au procureur général pour demander une réquisition à Facebook. Et c'est là que l'affaire devient intéressante. Parce que un procureur de la RDC a déjà requis Facebook. Et donc le procureur fait une réquisition à Facebook, il demande, d'abord il transfère en annexe les publications qui ont été photocopiées, scannées, plutôt imprimées, capture d'écran imprimée, scannée. Il envoie l'identifiant du compte et la photo de profil et il demande de certifier. Facebook fait un rapport au procureur général où il dit effectivement ce compte est identifié tel. Il a sorti même un identifiant avec un numéro. Donc là, c'est là que j'ai compris que derrière nos comptes Facebook avec nos noms, nous sommes porteurs d'un numéro unique chez Facebook. Donc Facebook a nos identités et nous attribue chacun dans nos comptes un numéro, un identifiant unique. Il donne le nom du compte et l'identifiant unique de ce compte. À la fin, dans son rapport, Facebook dit, lorsqu'une publication est publiée et qu'elle est supprimée sur Facebook, nous la conservons dans nos serveurs pendant 60 jours. Et après 60 jours, nous la délocalisation avec possibilité de récupérer les publications perdues, mais c'est un processus plus long. Mais monsieur le procureur général, puisque votre réquisition intervient dans les 60 jours, il a expliqué que telle publication a été faite à telle date, à telle heure, selon telle adresse IP, et a été supprimée à telle date, à telle heure, par telle adresse IP. Donc il a fait le lien publication, date d'émission, date de suppression. Et comme la réquisition du procureur, il y avait, entre autres mentions, en cas de certification de les restaurer, les publications à la demande du procureur général ont été restaurées. Et le monsieur qui avait mis et le magistrat et le plaignant au défi de leur montrer où se trouvaient ces publications, après le rapport de Facebook, tout était noir sur blanc et le monsieur a été condamné à 24 mois. Ce qui veut dire que c'est à la fois un enjeu pour les professionnels, des juristes, des avocats, un enjeu pour les magistrats, mais un enjeu pour l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, on va attendre de faire des réquisitions
vers ces grosses boîtes pour espérer avoir ce genre de réponse en temps réel. Là, si on fait une sociologie judiciaire, on peut comprendre que les choses étaient plus ou moins rapides parce que le plaignant, quand même, c'est un ministre d'État. Mais qu'est-ce qui va arriver de la pauvre dame qui est sous menace? Aujourd'hui, moi, j'ai des gens dans mon pays qui m'appellent, ils me disent « Maître, je veux un conseil. » Mais qu'est-ce qui se passe, madame? On veut me publier. Donc, rien que cette phrase dit beaucoup. Maître, on veut me publier. Je suis sous la sellette. J'ai besoin d'un accompagnement juridique parce qu'on veut me publier. Bon, si c'est sur Forbes, c'est bien. Mais quand on vous dit on veut me publier, ça implique beaucoup de choses. Donc, c'est un défi pour la justice. Et c'est un défi pour les organes d'enquête. Aujourd'hui, vous débarquez dans le commissariat, vous dites non, voilà, je suis victime des insultes dans un groupe WhatsApp. Et mais vos histoires d'Internet, là, vous les jeunes, vous vous insultez là-bas tout le temps. Voyez-vous? Donc, ce sont toutes ces questions qui se posent. Et je pense que puisque les données personnelles ont des ramifications avec la cybercriminalité, il faut que nous proposions également aux États de prendre des mesures appropriées pour outiller nos organes d'enquête en les formant. C'est une très bonne chose, c'est une première recommandation d'ailleurs générale, en les formant, mais aussi en les dotant d'outils technologiques qui vont leur permettre d'adapter le niveau de répression au niveau de la criminalité. Excusez-nous, s'il y a quelqu'un qui a une question dans la salle, n'hésitez pas, on va vous passer le micro. Je vous ai dit que c'était interactif. Donc, n'ayez pas peur parce que le micro tourne autour de la table là. Vous faites partie de cet atelier et vous êtes les principaux concernés parce qu'en tant qu'utilisateur, c'est de vos données que nous parlons ici. Nous ne sommes pas spécialistes, mais nous, on arrive quand même à comprendre un peu ce qui se passe. Mais vous avez besoin de nous juristes. Vous avez là 4 avocats, des magistrats de haut niveau que vous rencontrerez rarement. Donc, posez vos questions parce qu'on ne sait jamais. Votre question peut aider aussi quelqu'un qui est à côté de vous. Donc, n'hésitez pas. S'il y a une question, vous levez la main, on va vous passer le micro. Allez-y, Monsieur le Président. Merci beaucoup. En fait, j'aimerais un peu renchérir par rapport à ce qu'a dit le Président concret. En ce qui concerne notamment les données à caractère personnel. Je pense que la plupart d'entre nous, vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, une information selon laquelle la Commission nationale électorale indépendante était en train de recruter. Et en cliquant sur le lien, il y avait tout un tas de formulaires qu'il fallait remplir, où on prenait nos noms, numéro de téléphone, adresse, et j'en passe. Malheureusement, pour ceux qui ont eu à remplir ce formulaire, ils se sont fait avoir par ce qu'on appelle le phishing, qui est assez sophistiqué parce que la plupart se font souvent avoir. Pourquoi je le dis? Parce que la Commission nationale électorale indépendante, jusqu'à ce jour, n'a pas de site internet. Donc, comment expliquez-vous avoir un lien qui vous conduit sur un site où vous remplissez tout un tas de formulaires où on recueille en quelque sorte vos données à caractère personnel? Et donc la question qu'il faut se poser ensuite, finalement, si ce n'est pas la Commission nationale électorale indépendante, mais qui est derrière finalement ce lien? Et bien c'est là où finalement les cybercriminels opèrent en réalité. Parce qu'en utilisant ces données, ils peuvent, par des procédés aussi sophistiqués, vous arnaquer par divers moyens, usurper votre identité et autres, j'en passe. Et le deuxième cas, c'est, vous allez remarquer sur Facebook, il y a ce qu'on appelle l'arnaque aux investissements. C'est-à-dire qu'on vous fait comprendre que non, mais si vous investissez à hauteur de 10 000 francs, au bout de 3 jours, vous allez recevoir 150 000 francs. Ou au bout d'une semaine, vous allez recevoir 200 000 francs. Et souvent, en ce qui concerne le Congo, souvent ce sont des numéros camerounais. Parce qu'aujourd'hui, avec... Okay. Bon, ce sont des numéros étrangers. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer.
Aujourd'hui, avec les mobile money et autres, on a la possibilité de transférer de l'argent à partir de mon téléphone à un numéro étranger qui se trouve donc dans la zone CEMAC. On a cette possibilité-là. Tout à l'heure, le président Viguier, qui est le président du tribunal administratif, qui est également le président du réseau national des magistrats congolais en intelligence artificielle et en cybersécurité, a posé la problématique de la transnationalité. Du fait que le cybercriminel peut se trouver au Congo, la victime peut être au Gabon ou au Cameroun, j'en passe. Bon, on ne veut pas que je cite le Cameroun. Peut se trouver à l'étranger, mais la plateforme utilisée se retrouve aux États-Unis. À ce moment-là, en ce qui concerne les enquêtes, on procède comment? C'est ça en fait la véritable problématique. Et le président Prosper a parlé de l'Interpol. Oui. Bon, je voulais un peu cacher cette casquette, mais actuellement, je travaille en collaboration avec certains agents de l'Interpol. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Interpol ici à Brazzaville ont leur bureau au sein de l'école nationale supérieure de police, donc à Mukondo. Ils ont un bureau où, si vous avez des problématiques liées donc, à la cybercriminalité, je vous conseille de porter plainte au niveau de l'Interpol. C'est vrai qu'en ce qui concerne la cybercriminalité, déjà, il n'y a pas en fait cette compétence territoriale, dans le sens où, si par exemple, moi je suis à Bakongo, si j'étais victime d'un vol, ben, le bon sens voudrait que je me rapproche du commissariat de Bakongo pour porter plainte. En matière de cybercriminalité, en raison donc du principe de la transnationalité, il n'y a pas cette obligation-là. Donc, raison pour laquelle, moi, tout de suite, je vous dis, si vous avez ce genre de cas, rapprochez-vous directement des bureaux de l'Interpol au niveau de Brazzaville qui se trouvent tout juste à Mukondo. Parce que eux, ils ont des canaux qui feront en sorte, même si vous n'êtes pas ministre ou député, tout citoyen, au bout d'une semaine, vous avez des réponses. Mais malheureusement, il y a aussi d'autres problématiques parce que j'ai plusieurs OPJ qui se plaignent dans le sens où lorsqu'on a des arnaques mobile money où il s'avère être que le numéro qui a arnaqué était un numéro MTN, lorsqu'on va déposer ou bien on va se plaindre par exemple à MTN, on nous conseille souvent, aux victimes de se rapprocher de l'Interpol, de la Coupole, comme ça de la Coupole. Et ce que l'on constate, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire que lorsqu'on dépose sa plainte, pour identifier ne fût-ce que ce numéro-là qui vous a arnaqué, bien que ce soit un numéro MTN du Congo-Brazzaville, ben, l'enquête prendra du temps. Pourquoi? Parce qu'au niveau de MTN, cette personne qui gère en quelque sorte ce département-là juridique, ben, elle est toute seule à travailler en fait. Donc lorsqu'elle reçoit des réquisitions ou encore des PV de police, mais c'est en dizaines de réquisitions, ce qui fait en sorte que chaque enquêteur qui est derrière la réquisition reçoit par exemple la réponse, que ce soit de MTN ou encore de RTL, parfois au bout de 2 mois après. Bon, vous êtes d'accord pour convenir avec moi, si j'ai été arnaqué par Mobile Money, 2 mois après, si vous identifiez la personne, il se peut qu'elle avait jeté la SIM, ça fait un moment. Donc, il y a ce besoin de rapidité en ce qui concerne la cybercriminalité. Il faudrait qu'on soit rapide. Et là, ce que je pourrais donc recommander, c'est un cadre de collaboration, pour ne pas parler d'une politique cybercriminelle, où on aura tous ces acteurs-là mis ensemble pour trouver des solutions concrètes afin de s'échanger des informations lorsque on a ce genre de cas, par exemple. Et si par exemple le numéro dont il s'agit est un numéro étranger, ben, nous avons l'Interpol à travers ces différents canaux qui, eux, ont la capacité, au regard toujours des mêmes conventions, hein. On vous a dit que le Congo a ratifié la convention d'Anto-Malabo, au regard de cette convention, mais en dehors de cette convention, il y a aussi des conventions bilatérales en fait, entre États. Et donc, en dehors de cela aussi, l'Interpol utilise pas mal de canaux qui permettent de faire en sorte qu'on puisse interpeller une personne qui ne se trouve pas dans le territoire congolais. Mais après, il y a l'article 10 de la Constitution, si je ne me trompe pas, qui dit qu'on ne peut pas extrader un citoyen congolais. Donc c'est valable aussi pour le pays étranger. Donc si la personne dont il s'agit est un ressortissant, par exemple, du Cameroun, il sera difficile... dis donc, le Cameroun encore. Étranger, c'est mieux. Évitons les... Hein? Non.
Le Camerounais au Congo, au Gabon, est chez lui, donc un étranger, disons-le comme ça. On ne se tire pas dessus, hein. On se tire pas dessus. Autant pour moi, autant pour moi. Donc voilà, en quelques mots, quelques informations que je pourrais mettre à disposition de tous ceux qui sont là. Mais merci, Monsieur le Président. Je voudrais qu'on soit un peu équitable. Il y a des gens dans la salle qui demandent la parole. Et si vous avez remarqué, la discussion est tellement... C'est à haut niveau. Laissez un peu que ceux qui sont dans la salle posent un problème et qu'on puisse le résoudre. Parce qu'au sortir d'ici, ils ne seront pas là pour penser aux conventions et tout. Qu'est-ce que je fais en tant qu'utilisateur si mes données sont divulguées, par exemple? Comme disait Maître Ampion, quelle est l'action que je fais quand j'ai mon téléphone? En attendant que ces lois soient mises en œuvre, en attendant que le procureur soit touché, il faut déjà avoir ce réflexe-là de pouvoir bloquer la personne qui vous embête ou pas, par exemple, et savoir quels sont les outils que Facebook ou alors les plateformes te donnent pour que, à ton niveau, tu réagisses déjà. Posez votre question, s'il vous plaît. Et on espère que ça va édifier les autres, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la question accordée, la possibilité de poser la question accordée. Il nous faut... mes salutations distinguées à tous les participants et mes très respectueuses salutations et tous mes remerciements aux panélistes. Je vous assure que vous avez été à la hauteur et vous êtes toujours à la hauteur d'ailleurs. Et je regrette que le temps ne soit pas suffisant, franchement. Et ma question, j'ai deux questions. La première, je la pose au professeur Freddy de l'Université d'administration Nguesso. Par rapport à ce que vos copanistes ont dit au sujet du DPO, le délégué de protection, le délégué à la protection des données à caractère personnel. Je voulais que vous essayiez, si possible, de nous orienter, parce que pour moi déjà c'est une première, de nous orienter un peu dans un cas pratique. Si déjà c'est disponible ici au Congo, si c'est déjà en pratique ici au Congo, est-ce que par exemple au niveau de la banque UBA ou la banque BGFI, on a un DPO? Ou si je me trompe, vous nous direz peut-être dans quel genre de structure nous avons un DPO et dans quelle mesure nous pouvons être en contact avec eux pour des éventuelles questions. Et ma deuxième question, je la pose à Maître Ampion. Elle a dit une chose forte qui m'a beaucoup touché. On a le droit de demander comment sont gérées nos données auprès de ceux qui les gèrent, les structures qui gèrent nos données à caractère personnel, et même de demander, si nécessaire, la preuve des données effacées à qui a peut-être eu à traiter une donnée à effacer. Alors j'aimerais savoir sur quelle loi nous pouvons nous baser si nous devons avoir ce genre d'interpellation. S'il faut aller vers la personne, que ce soit un conseiller de banque ou je ne sais pas, un gestionnaire de banque, s'il faut poser ce genre de questions, parce qu'on a constaté des messages manquants ou des sommes d'argent qui ont été prélevées sans message, sans retour. On veut poser ce genre de questions parce qu'on a appris par Maître Ampion qu'on avait ce droit. Ben, quelle est la procédure à suivre et comment nous devons y arriver? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... On attend d'abord les questions ou bien on enchaîne directement? C'est mieux d'enchaîner. Ok. Merci beaucoup. Par le temps, ouais. Il n'y a pas de souci, oui. Donc la question déjà sur la fonction DPO, effectivement. La loi de 2019 prévoit cette disposition pour les entreprises qui traitent les données, par exemple comme les banques, les sociétés de téléphonie mobile et les autres, normalement les centres de santé, ceux qui vraiment traitent les données personnelles en masse, ils doivent obligatoirement nommer un DPO. Bon, maintenant, certaines sociétés n'ont pas encore commencé à nommer parce que il y a normalement un régulateur qui est la commission de protection des données à caractère personnel qui est censé contrôler cela. Donc, comme le régulateur n'était pas encore, et même aujourd'hui n'est pas encore là, le texte qui consacre le régulateur existe, ça date du 29 mars 2025, mais dans la pratique, les organes ne fonctionnent pas encore. Mais comme on dit le principe des précautions, il y a des entreprises qui sont très avancées, qui ont déjà pris ces dispositions-là pour pouvoir nommer les DPO. Et donc, moi, par exemple, dans la structure là où je travaille,
Je ne suis pas DPO, mais je suis un champion. C'est-à-dire qu'on a nommé dans chaque direction une personne qui doit interagir avec le DPO. Le DPO existe, mais dans chaque direction, il y a aussi un champion de cette direction-là. Je prends un exemple. Si je suis dans une direction juridique, je suis le référent. S'il y a un problème, par exemple, qui concerne le département juridique, droit à l'image, les gens peut-être ne comprennent pas trop ça. Est-ce qu'il s'agit d'une marque? Est-ce qu'il s'agit de la photo? Est-ce que peut-être essayer de dériver ces lois qui sont peut-être difficiles à comprendre pour les néophytes qui ne sont pas juristes? Je ne suis pas juriste, je suis expert en cryptographie. Donc, essayer de simplifier ces lois, adapter cela par rapport aux besoins, aux réalités de la place, pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir comprendre ces lois et sanctionner par rapport aux réalités. Parce que les habitudes diffèrent d'un État à un autre et des localités. Je pense que ça va être très intéressant que les Congolais ici soient au courant de la réalité, de ce qui se passe réellement
et non simplement des textes qu'on a copiés, recopiés, qu'on a ramenés ici, qu'il faudrait à chaque fois nous expliquer. Ce serait très intéressant si on peut, parce que je travaille sur un aspect, la protection des données à caractère personnel dans le e-commerce. J'aimerais aborder l'aspect juridique et j'ai envie de savoir, est-ce que nos lois sont robustes? On a écouté les réponses oui. Mais si pendant 10 ans, on n'a pas de transgression de loi, est-ce que c'était vraiment adapté à la situation de notre contexte, de notre pays? Telle est la question que je vais soumettre aux juristes pour la suite, pour voir si et seulement si on peut adapter cela. Parce que même dans nos études que nous menons dans la protection des données, je ne vais pas utiliser des techniques de protection des données qui sont utilisées aux États-Unis. Mais il faudrait bien que je puisse adapter ça par rapport ici. On parle de la banque, mais combien de personnes ont des cartes bancaires pour acheter des produits en ligne au Congo? Ils sont très peu. Très peu achètent en ligne des produits. Comment se passe aujourd'hui le e-commerce au Congo? Pour votre information, c'est le social engineering. Les gens utilisent aujourd'hui des réseaux sociaux, mettent leurs produits, on les appelle, quelque part ils se retrouvent et ils reçoivent de l'argent. Ce n'est pas vraiment le e-commerce très bien, comme tel, comme on souhaite. Maintenant, comment tu vas travailler, apporter des améliorations dans ce style de travail? Il faut donc adapter, dire aux Congolais que ce qui se passe chez nous, on peut toujours le faire, mais voici des moyens de sécurisation des données dans ce type d'activité. Et comme l'a dit également le maître tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé, que nous sommes tous tracés. Si Facebook a donné un ID à chacun, nous sommes tous tracés. Et nous continuerons tous à être tracés. Mais on ne connaît pas toujours qui est derrière ces attaques-là. Raison pour laquelle, dans ma proposition, je voudrais suggérer qu'on essaye d'adapter, d'éclaircir ces lois par rapport aux réalités pour que chacun de nous soit concerné et que ça puisse nous permettre, au fur et à mesure de ces réalités, voilà, gonfler ou rendre robuste ces lois. Merci. Je crois que... Une petite seconde juste pour donner une information concrète. Pour la banque BCI, nous avons désigné il y a bientôt 6 mois un DPO. Et actuellement, cette semaine même, je viens de Pointe-Noire, je suis arrivé à 13h aujourd'hui à Brazzaville pour être à ce panel. Je suis en train de former tous les collaborateurs de la banque, en commençant par Pointe-Noire. Ce week-end, je serai à Dolisie et je reviendrai à Brazzaville, j'irai à Infondo également, pour sensibiliser nos collaborateurs à comment effectivement on traite une demande d'un client qui voudrait avoir accès à ces données et surtout qui est le DPO chez nous. Donc il est nommé et nous revoyons tous nos contrats pour indiquer son nom dans les contrats. Pour que le client qui a son contrat de carte, son contrat de prêt, et ben, quand il a un souci, et ben, puisse pouvoir voir dans le contrat le numéro de la personne ainsi que son nom. Voilà, donc c'est une personne qui a été protégée. Vous avez vu que dans la loi, il y a des protections que la loi donne à ce collaborateur. Il devient comme un syndicaliste. On ne le vire pas n'importe comment, ce monsieur. Voilà, donc il a des droits supplémentaires. Voilà, il faudra aussi sensibiliser vos clients pour qu'ils sachent qu'il y a le oui, DPO, comme disait Maître Campion, et savoir comment le contacter. Donc cette sensibilisation-là, il faut aussi la faire côté client, je pense. Elle va être pollinisée, effectivement. Oui. Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas pris votre nom. Donc je voulais juste renchérir par rapport à la recommandation que vous avez faite. Lorsque vous dites qu'il faut réadapter les lois, je pense que la loi, c'est pour les professionnels que nous sommes. Et c'est notre travail de pouvoir sensibiliser et expliquer que quand la loi dit atteinte à l'image, voici ce que ça signifie. Donc c'est notre travail. Si le justiciable maîtrise tout, on n'aura plus de quoi manger. Donc je suis d'accord qu'on essaie d'adapter les lois. Je vous comprends parfaitement. Il faut adapter les lois au contexte qui est le nôtre. Donc l'histoire de copier-coller là, ça ne marche pas. Et M. Daronco vous a dit qu'on a des lois types qu'on a essayé d'adapter par rapport au cadre africain pour qu'il n'y ait pas de cyber-paradis criminels. Genre, vous êtes au Cameroun, comme vous avez dit, et puis vous attaquez au Congo, sachant que la loi congolaise est moins stricte que celle du Cameroun. Donc, ces lois définissent pratiquement les infractions de la même façon. Les sanctions sont déjà encadrées, donc il y a un minimum qu'on doit appliquer. Dans aucun pays, lorsqu'il essaie d'adapter ses lois à sa législation, ne doit aller en deçà de cette sanction-là. Donc, je pense qu'en tenant compte de ce que vous avez dit, la recommandation que nous devons garder ici et que nous avons déjà, c'est la sensibilisation, la formation, pour que le juge qui entend atteinte à l'image puisse comprendre comment requalifier par rapport au cas qui lui est soumis. Je crois que oui, c'est ça. On va le faire. Je crois que c'est une recommandation qui est très forte
Maître Ampion va prendre la parole et il y a quelqu'un qui a posé. Ah, d'accord. Ok, quelqu'un avait une question derrière. On vous donne le micro. Soyez bref, on va conclure. On n'a pas envie de penser qu'on vous a muselé. Donc soyez bref. Bonjour à tous, moi c'est Rodriguez et merci pour vos différentes interventions. J'ai justement une question et j'aimerais savoir quels sont les bons réflexes et outils qui vont nous permettre de pouvoir sécuriser les données à caractère personnel. Merci. Alors merci d'avoir posé cette question parce que ça me touche personnellement. Alors des outils, déjà actuellement il y a un outil qui est difficile à ce que tu comprennes, je ne sais pas, c'est le XPack ML. C'est un langage de balise qui est souvent utilisé pour pouvoir définir quel type de données à caractère personnel que quelqu'un peut par exemple donner à travers une application. C'est une solution qui est utilisée aujourd'hui à travers beaucoup de sites d'e-commerce et ça permet de pouvoir regarder le contexte d'une transaction électronique sécurisée, de savoir quelles sont les informations que tu peux donner. Mais pour toi, ce soir, si tu veux rentrer avec une bonne réponse, je dirais plutôt, il faut avoir l'habitude de pouvoir paramétrer ton navigateur. Dans chaque navigateur, Internet, il y a énormément de données à caractère personnel qui sont collectées. Tu vas sur Google, Chrome, Firefox, tu vas dans Paramètres, tu regardes, tout y est. Maintenant, c'est à toi de pouvoir paramétrer cela. Ce sont des outils que l'utilisateur possède aujourd'hui pour pouvoir essayer de sécuriser, de donner moins. On a donc dit minimiser le nombre de données que tu vas donner, par exemple, à l'application. Donc, si tu veux en savoir plus sur la façon de paramétrer ton navigateur, eh bien, tu me vois, je vais t'expliquer ça tranquillement pour des raisons du temps. On ne peut pas, mais sache que tu peux aller dans les paramètres et lire ce qui est là et paramétrer, refuser certains cookies, accepter d'autres, ne pas donner ça. Tu peux même retrouver tes modes de paiement en ligne. Voilà, si tu as utilisé telle carte, tu peux tout utiliser. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Mais il faut vraiment regarder parce que tout y est sans que vous ne le sachiez. Juste pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux outils, je crois que Maître Ampion l'a précisé. Le premier outil de protection, c'est l'autoprotection. Et à cet effet, j'aimerais interpeller la salle. Je vais procéder par une question. Qui a déjà lu les conditions de confidentialité d'une application, de bout en bout? C'est tellement long. Généralement, la tendance, c'est on descend rapidement, j'accepte. Or, dans ces conditions de confidentialité, il y a également des règles relatives à la... Donc, à cet effet, je vous inviterai à lire préalablement les conditions de confidentialité et également savoir quelles données il est important de les divulguer, quelles données il ne faut pas divulguer. Voilà un peu ce que je voulais dire en complément. Merci. Je vais vraiment écouter notre session. Et je crois que la première recommandation que nous aurons à faire à Osiane, c'est dire, donnez-nous une journée à nous où on aura des ateliers pratiques, parce que là, on a seulement survolé les problèmes, parce que lorsqu'on parle protection de données, franchement, on parle numérique et il y a tellement de choses à dire. Tous, nous sommes en train d'apprendre et il y a même des enfants dans la salle qui auraient pu nous apprendre beaucoup si on avait du temps, parce que ces petits, ils sont tellement doués en ligne. Donc, je vais écouter cette session parce que je dois aller à une autre session avec un membre du panel. On nous attend déjà là-bas. Je vais vous exhorter à donner vos contacts à ceux qui sont dans la salle parce qu'on a créé un groupe WhatsApp qui peut nous permettre de continuer la discussion. Par exemple, lorsque je serai rentré, je pourrai continuer à discuter avec vous et on verra lorsqu'il y aura, si Dieu nous garde,
au prochain salon OSIAN, qu'on puisse demander aux organisateurs de nous donner assez de temps pour qu'on ait plusieurs problématiques et peut-être des ateliers pratiques au cours desquels ceux qui vont participer à nos sessions puissent ressortir avec ce qu'on appelle en anglais des skills pour pouvoir s'auto-protéger. Donc vraiment, ne le prenez pas mal. Je savais qu'en tant que juriste, j'allais avoir maille à partir parce que lorsqu'un avocat prend la parole, c'est pas évident. J'ai même pas envie de redonner le micro à ma soeur parce que connaissant son éloquence, on ne va jamais sortir d'ici. Donc vraiment, souffrez que je clôture cette session et que tout le monde applaudisse. C'était très intéressant. On reviendra là-dessus. Merci. S'il vous plaît, pour ceux qui ont participé au panel des intervenants, après la prise de photo, suivez-moi, je vais vous conduire à la salle de déjeuner. Non, après la prise de photo.